Radio J. Radio J, le grand entretien. Radio J. Bonjour et bienvenue à tous. 7 avril 2024, 7 octobre 2023. 6 mois ont donc passé depuis les massacres antisémites commis par le Hamas contre Israël. Massacres qui ont fait 1145 morts, 1914 blessés et 253 otages. Ce jour-là, 134 sont toujours captifs dans la bande de Gaza, dont 3 Français, Ohad Yahalomi, Ofer Calderon et Orion Hernandez Radou. Ces massacres ont aussi donné lieu à des crimes sexuels, des familles brûlées dans leurs maisons, massacres en terre d'Israël. Ce jour-là, c'est aussi Israël, le sionisme, qui devait mettre les Juifs à l'abri des pogroms, des discriminations et des exclusions, qui a été profané par les terroristes venus de la bande de Gaza. En France, comme ailleurs, juste après ces massacres, les actes antisémites ont explosé, 1000% de hausse en France. 6 mois ont donc passé depuis ce 7 octobre. Est-ce que ces 6 mois ont tout changé? Pour en parler, nous sommes aujourd'hui avec Judith Cohen-Solal et Jonathan Ayoun, co-auteurs du documentaire sur l'histoire de l'antisémitisme, un documentaire en 5 parties. Je crois qu'il est encore en VOD sur Arte. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Et puis Yonatan Arfi, le président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Bonjour. Je vais commencer par vous poser la même question à vous trois. On va commencer par les dames. Qu'est-ce que vous ont montré ces massacres du 7 octobre en Israël que vous ignoriez jusque-là, Judith ? Alors, d'abord, moi j'ai été extrêmement choquée dès les premiers moments, c'est-à-dire samedi matin, quand j'ai découvert les images de terroristes masqués en noir, avec des armes lourdes à la main, qui marchaient dans des rues. C'était pas bien clair si c'était les rues d'une ville israélienne ou les rues d'un kibboutz, et les rues étaient vides, et ils marchaient, j'ai presque envie de dire, tranquillement. Donc là, quelque chose en moi s'est ébranlé, puisque d'abord j'ai passé pas mal d'années en Israël, et dans tous les cas, dans mon imaginaire, ou dans ma représentation plus exactement, en Israël, ça ne peut pas arriver. C'est-à-dire qu'un attentat peut arriver, mais immédiatement, les terroristes savent qu'ils vont être neutralisés, que la population va réagir, et qu'ils en ont pour quelques minutes avant d'être pris ou avant d'être tués. Donc, ces gens en train de marcher librement dans les rues, ostensiblement la population terrorisée, terrée chez elle, ça c'est quelque chose qui était, comme on peut dire en termes psychologiques, c'est quelque chose de l'ordre du clivage en fait. Donc là j'étais dissociée en fait. Et là l'ampleur, parce que juste ces images-là, pour moi, ont montré l'ampleur d'un drame qui n'était jamais arrivé en Israël. Et à ce moment-là, moi, je me suis mise à pleurer parce que je me suis dit, là, quelque chose est en train de s'écrouler. En tout cas, mon sentiment à moi de sécurité, alors ça a l'air fou parce que c'est un pays en guerre depuis très longtemps. Le fait qu'il y ait des jeunes qui aillent à la guerre, qui se fassent tuer, ça, c'est quelque chose qu'on a intégré. Mais cette image-là a fait irruption dans la représentation, mais aussi dans le monde dans lequel je vivais. Et il me semble que je n'étais pas la seule pour qui ça a eu cet effet. Jonathan Ayoun, qu'est-ce que ça vous a montré, ces massacres du 7 octobre, que vous ignoriez jusque-là ? Déjà, il y a eu la stupéfaction, l'horreur, l'atrocité, et en même temps le fait de se dire que jamais nous aurions imaginé que ça allait avoir lieu dans l'État juif, que le plus grand massacre de juifs depuis la Shoah se déroulerait dans l'État qui s'est construit comme un abri permanent pour le peuple juif. Donc ça, c'est quand même assez sidérant, et c'était le choc le plus absolu. Et ça a montré aussi l'existence d'une mémoire traumatique si vivace chez les juifs. Mémoire bien sûr de la Shoah, mais mémoire aussi encore très vivace des pogroms, puisque là le mode opératoire pouvait rappeler les pogroms, le fait d'entrer dans les maisons, et donc la manière dont le peuple juif, les juifs à travers le monde, et les Israéliens ont réagi et ont été traumatisés, c'est peut-être la chose qui m'a le plus marqué. Et vous, Yonatan Arfi ?
Deux choses qui ont été un petit peu dites. La fragilité extrême de la condition juive, au fond, dans l'histoire. On a été renvoyé d'un coup à ce que nous ne voulions plus voir de notre propre condition de juif dans l'histoire de l'humanité, que les générations précédentes ont connu, ont expérimenté dans leur chair et dont nous croyons être préservés, que nous avons retrouvé sous nos yeux ce jour-là. Puis la deuxième chose, peut-être, qui m'a frappé, c'est la communauté de destin qui, d'un coup, s'est imposée entre Israël et les Juifs du monde entier, en anticipation de ce qui allait se produire, c'est-à-dire l'extension de ces attaques du 7 octobre par des vagues d'antisémitisme partout dans le monde. Nous le pressentions et évidemment, ça s'est produit. Et puis, au fond, à l'inverse, par la jonction que ces attentats du 7 octobre ont représenté avec l'histoire juive diasporique et son lot de persécutions. Donc, ces deux aspects, la fragilité de la condition juive d'une part, et la communauté de destin entre Israël et la diaspora qui, d'un coup, réémergeait. Selon un sondage Odoxa pour le Figaro en date du 9 novembre dernier, à propos de la marche contre l'antisémitisme, 7 Français sur 10 l'ont soutenu. Il y a eu énormément de personnes dans les rues de Paris, 200 000 selon certains comptages. Jonathan Arfi, ça atteste du rejet de l'antisémitisme d'une majorité de Français, ce type de sondage. Alors comment vous expliquez cette sensation d'isolement, de rejet des Juifs de France et se sentent rejetés par les autres depuis ce fameux et funeste 7 octobre? Parce que les deux sentiments sont justes, les deux réalités sont justes. Il y a d'une part une majorité, malheureusement largement silencieuse, qui comprend la condition des Juifs, qui s'identifie à la condition des Juifs, qui s'identifie même au combat d'Israël, puisque certains sondages témoignaient du soutien au moins au départ à l'opération militaire israélienne. Donc d'une société française qui, au fond, perçoit très bien que ce qui menace les Juifs peut la concerner aussi. Et puis, de l'autre côté, une minorité agissante, très audible, très vocale, comme on dit, en particulier sur les réseaux sociaux, qui a trouvé cette fois-ci des relais politiques en plus, donc ça lui a donné une caisse de résonance encore plus puissante que d'habitude, qui fait qu'on a à la fois le sentiment d'une menace dans le débat public beaucoup plus forte, beaucoup plus prégnante qu'avant, alors que la réalité témoigne d'une société française qui, au fond, fait la part des choses, sait bien distinguer la gesticulation et le bruit, on va dire, médiatique et des réseaux sociaux des choses de fond. Donc voilà, les deux sont vrais et il faut vivre avec ce paradoxe apparent. Judith Cohen-Solal, vous êtes donc co-réalisatrice de ce documentaire en 5 parties sur l'histoire de l'antisémitisme avec Jonathan Ayoun, mais vous êtes aussi psychanalyste et psychologue clinicienne. Cette situation dont on vient de parler avec Jonathan Arfi, nous tous, en tant que juifs, vu l'ampleur de cet événement traumatique qu'a été le 7 octobre et ce que ça a suscité comme vague d'antisémitisme, on est tous un peu restés à ce 7 octobre. Peut-être qu'autour de nous, sans que les gens soient forcément antisémites, eux, c'est normal, ils sont passés à autre chose. Et d'ailleurs, est-ce que c'est normal qu'ils soient passés à autre chose et que nous, on ait du mal à le faire ? Alors évidemment, j'ai envie de dire, vous n'avez qu'à réfléchir à un drame qui s'est passé précédemment, n'importe lequel, dans l'actualité, qui a pu être absolument dramatique. Je ne sais pas, la guerre en Syrie, il y a eu quand même 500 000 morts en Syrie. Le sort des Ouïghours, etc. On ne va pas tous les citer. Je pense que ça vous a marqué, ça vous a attristé, ou ça nous a tous attristés, et puis vous êtes passé à autre chose. Donc, c'est facile de comprendre qu'à partir du moment où on n'est pas soi-même touché, soi-même là, pour le coup, dans la sensation d'être ciblé, évidemment, on passe à autre chose. Bon, c'est un conflit, les conflits qui durent, on le sait bien, ça c'est la loi de l'actualité de la communication. Bon, ils sont sur le devant de la scène à un moment, hein, et puis après, il y a des groupes qui s'attachent à les soutenir d'un côté ou de l'autre, et qui continuent donc à eux-mêmes s'exprimer là-dessus, mais l'ensemble des gens, d'abord passe à autre chose, ensuite a envie de passer à autre chose, parce que sinon, on ne peut plus vivre. Hein. On serait complètement sidéré tout le temps dans l'angoisse, tout le temps dans la peur. Maintenant, quand on est juif, et que là, aujourd'hui, on est pris à partie de toutes parts, j'ai envie de dire. Parce que déjà, si vous parlez d'antisémitisme, alors on vous dit que vous instrumentalisez l'antisémitisme. Il n'y a pas de place non plus pour exprimer ça. Donc c'est ça
C'est peut-être ça le gros problème, et qui fait aussi qu'on est bloqué là, c'est qu'il y a des groupes minoritaires qui attaquent les juifs au nom du fait que ne serait pas un bon juif celui qui ne dit pas ça et ça comme il faudrait le dire, c'est-à-dire qui dénonce pas ce qui se passe chez les Palestiniens, ou qui s'attache uniquement à rappeler les massacres du 7 octobre. Et donc ceux-là, ils sont complices des meurtres. Donc un juif, quel qu'il soit, il se retrouve pris à partie, à savoir est-ce qu'il est complice ou pas des meurtres. Donc tout ça, ça fait que ça reste présent pour la majorité des gens, que ça reste un traumatisme parce qu'on ne comprend pas pourquoi il y a des affiches qui ne parlent que des otages, voire des photos de bébés qui sont arrachés. Tout ça, ça touche beaucoup dans l'affect, ça blesse. Et il y a une forme, on voit bien que là, il y a une forme d'incompréhension entre différents camps et de gens qui se positionnent et qui s'invectivent les uns les autres, les uns d'assassins, les autres d'antisémites. On ne sait plus trop. Et c'est ça aussi qui fait que ça perdure. Jonathan Ayoun, effectivement, ce que vient de dire Judith, c'est vrai, pour tous les conflits, il y a un côté et puis il y a l'autre. Mais là, évidemment, ce qui rentre en ligne de compte, ça a pu échapper à personne, c'est l'antisémitisme. Et ça en fait un élément central de ce qui se passe en ce moment. Comment est-ce que vous considérez ce moment politique, notamment, on va les citer dans les rangs de LFI notamment, mais pas que, cette situation actuelle qui empêche une partie de la société et de la classe politique de penser la souffrance juive ou israélienne telle qu'elle est, sans la mettre nécessairement en balance avec celle des Palestiniens, ou carrément en la niant. À quoi ça renvoie dans l'histoire de l'antisémitisme, ça ? Il y a tout de même une part inédite. Je pense que la manière dont une partie de l'extrême gauche a rejoint une partie de l'extrême droite dans le fait de criminaliser la lutte contre l'antisémitisme, je rappelle, parce que vous évoquiez la marche, que Jean-Luc Mélenchon, non seulement n'a pas appelé à participer à cette marche, mais il a également dit que tous ceux qui s'y rendaient étaient des amis du soutien inconditionnel au massacre. Donc il a voulu en faire des... Et pas au massacre du Hamas. Non, bien évidemment. Et quand il parlait de massacre, il parlait de massacre à Gaza. Oui, et c'est parce qu'il parlait du massacre à Gaza qu'il a été, dans ces propos-là qu'il a tenus sur X, anciennement Twitter, qu'il a été soutenu par le journal d'extrême droite Rivarol. Donc on voit bien que là, il y a quand même quelque chose d'inédit qui mérite d'abord d'être souligné. Après, sur la capacité l'absence d'empathie à l'égard de la souffrance juive, en effet, ça renvoie à beaucoup de temps dans le passé, beaucoup de moments où on va même jusqu'à la nier, vouloir dire qu'elle n'est pas vraie, qu'elle n'existe pas. Et ça rejoint une volonté tout simplement politique de vouloir faire en sorte qu'on arrête de parler des juifs aussi. Et donc, quelque part, ça porte un double message antisémite, celui de nier un événement antisémite, mais en même temps, tout en le niant, on en crée un nouveau. Puisqu'on le fait en le justifiant en disant « mais ils sont inhumains et ils veulent qu'on parle que de leur souffrance à eux ». Donc, il y a vraiment quelque chose qui vient rappeler l'apparition du négationnisme, qui vient rappeler le développement du discours de la concurrence victimaire, comme si une souffrance viendrait en concurrence avec une autre. Et ensuite aussi un déni d'une souffrance particulière. Ça renvoie dans tous les cas à deux choses, si je peux continuer sur le temps long, à la manière dont le communisme, plus particulièrement le stalinisme, s'est construit dans son discours antisémite. Je rappelle que l'occultation du génocide par le régime soviétique était aussi pour dire non, il n'y a pas de victimes juives, il y a des victimes de l'antifasciste ou des victimes générales. Et donc on nie la particularité des juifs de pouvoir être attaqués en tant que tels. Et ça renvoie à quelque chose de beaucoup plus lointain. Dans tous les cas, l'antijudaïsme ancestral, l'antijudaïsme théologique, c'est aussi construit dans le fait de dire il faut que les juifs, entre guillemets, acceptent d'être dans une situation de souffrance, donc on n'a pas besoin de la dénoncer ni même de la décrire. Ça fait partie d'eux, puisque dans tous les cas, à partir du moment où ils n'ont pas voulu reconnaître l'avènement du Messie, c'est leur condition, et donc il n'y a pas besoin même de la détailler ou de la décrire. Yonatan Arfi, vous, en tant que président du CRIF, vous êtes bien évidemment en lien avec le monde politique. Comment est-ce que vous avez vécu au niveau politique ce qui s'est passé après le 7
octobre, notamment dans une partie de la gauche, mais aussi, et on l'oublie souvent, à l'extrême droite, par exemple. Là, récemment, il y a eu le GUD qui s'est félicité d'un tag géant sur des marches à Nantes en disant qu'il fallait lutter contre le colonialisme sioniste et que Nantes et Gaza, c'était le même combat. Il y a quelque chose qui se rejoint là-dedans, mais dans le monde politique, évidemment, on parle beaucoup de LFI, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque de porosité, j'ai envie de dire ? D'abord, le 7 octobre, ça a entraîné un effet de clarification politique. C'est ça qui s'est passé dans les jours, dans les semaines qui ont suivi. Il y a une forme de dévoilement des positions, de clarification qui a rendu, au fond, toutes les positions beaucoup plus polarisées. Et donc, on a vu effectivement des choix très clairs se faire. Et pour une partie de l'extrême gauche, vous citiez certains cas de LFI, pour certaines voix à l'extrême droite, effectivement, autour de Yvan Benedetti, Rivarol et d'autres aussi, il y a eu ces positions de soutien assumé au massacre du Hamas. Et au fond, de voir dans le champ politique un soutien explicite à du terrorisme, ça nous a renvoyé, je crois, dans le champ politique, peut-être à la violence qu'il y avait dans les positions dans les années 70. Le dernier moment où il y a eu, par exemple, au sein de la gauche, cette fascination pour une partie de la gauche, évidemment, la fascination pour la violence, parce qu'il y a une part de fascination dans la position exprimée par LFI sur le terrorisme. Ça renvoie à ces années-là, qui étaient encore plus marquées en Allemagne, en Italie, évidemment, qu'en France. Quand on voit, évidemment, à l'extrême droite, ceux qui se satisfont de voir sous leurs yeux des juifs à nouveau massacrés, ça renvoie pour certains donc à leur histoire. Donc on a cette période-là qui a été une période de clarification. Mais ce qui est important de voir quand même là aussi, c'est que l'immense majorité de la classe politique française s'est positionnée sur le début de la séquence très naturellement en solidarité avec Israël. Sans calcul, très authentiquement pour la plupart d'entre eux. Voilà, en se disant que viendraient évidemment les questions politiques plus complexes plus tard, et elles sont entre-temps venues, malheureusement, on le sait, mais en tout cas, sur la première séquence, il y a eu cette authenticité-là, je crois. Il y a aussi une difficulté qui a émané depuis le 7 octobre. Elle existait déjà auparavant. C'est cette difficulté, ce confusionnisme qui règne par rapport à antisémitisme, soutien à Israël. Et puis d'abord, c'est quoi soutenir Israël ? Parce que Israël, c'est un pays où il y a des gens, comme en France, des gens qui sont d'accord, pas d'accord, etc. Et depuis le 7 octobre, cette polarisation dont vous parliez à juste titre, Yonatan Arfi, a aussi engendré ça. Alors, depuis le 7 octobre, on entend beaucoup de discours, notamment « Ah, mais je suis antisioniste, ça ne veut pas dire que je suis antisémite ». Et même Denis Charbit disait récemment, malheureusement, c'est à la mode en ce moment de dire qu'on est anti-sioniste. Judith, je vous pose pas cette question parce que vous êtes une fille, après à la mode. Je vous pose cette question parce que vous êtes psychanalyste aussi. Comment vous expliquez cette mode, entre guillemets ? Parce que c'est vrai, on le voit notamment beaucoup chez les jeunes, d'ailleurs, plus que dans les générations plus âgées. Certainement, il y a une confusion entre le mot sioniste et le mot colonialiste. Donc, en fait, il y a des allants de soi qui sont instaurés par une suite de syllogismes, en fait. Donc, Israël égale colonie, colonisateur des Palestiniens. Donc, le méchant, c'est le colonisateur. Et le gentil, c'est celui qui veut se débarrasser du joug du colonisateur. Israël, colonisateur, égale donc mauvais objet. Et les sionistes sont ceux qui pensent qu'Israël a le droit d'exister. Donc, on arrive à amener l'idée que si Israël a le droit d'exister, c'est aux dépens des Palestiniens. Donc, l'existence d'Israël est aux dépens des Palestiniens. Ce sont des colonisateurs qui
attaque une population qui ne peut pas trouver son indépendance et ne peut pas avoir son État. Donc, une fois que ça s'est rentré, que toutes qu'on a fait ces équivalences, mais donc, quand on est jeune, vous parliez d'être jeune, on veut être du bon côté. Donc, le bon côté, c'est pas le côté des assassins, c'est pas le côté de ceux qui maintiennent une population sous le joug d'un pouvoir militaire, parce que c'est ça, les colonies. Et donc, on ne rentre pas dans les détails, on ne fait pas dans les nuances, on ne retrace pas l'histoire, y compris même du mot Palestine, on ne retrace pas l'histoire, l'origine du mot sioniste. On fonctionne par association d'idées et par représentation d'images qui s'enchaînent les unes avec les autres. Au point de mettre sous le tapis ce qui s'est passé le 7 octobre. On l'a vu notamment dans des marches féministes, dans certaines organisations. On a vu émerger ça, le fait, par exemple, que lors de la dernière marche, un collectif qui y allait pour représenter la voix des otages israéliens, et parmi ces otages, il y a des femmes, on l'a vu sur les images, tout le monde l'a vu, qui ont été violées. Il y a même eu un rapport de l'ONU qui parle de ces viols, au point de nier ces viols, puisque vous parliez d'être du bon côté. Non, mais en fait, regardez, on est violé, d'abord, on n'a pas tellement d'images, on n'a pas tellement envie de les regarder. On a été violé une fois, et les Palestiniens, ils meurent tous les jours. Donc il y a des images de Palestiniens qui meurent tous les jours. Ça, c'est visible. Donc, ceux qui se voient, ce sont les Palestiniens qui sont tués. Ceux qu'on ne voit pas et qui restent donc, et qui au fur et à mesure s'estompent, c'est le viol des femmes. Parce que c'est à l'imparfait, le 7 octobre. Donc, même si on est prêt à reconnaître ça, maintenant, dans tous les cas, c'est pas ça l'actualité. C'est pas ça qui se voit, en non, tout cas. C'est pas ce qui se voit. Donc, en fait, c'est pour ça, on peut trouver déjà là une forme d'explication sur l'effacement que représente dans la représentation l'horreur, y compris d'ailleurs les otages. Les otages, on les voit pas, on voit toujours la même photo. Donc, c'est la même photo, puisque les photos ont été choisies, et puis les gens, on les voit pas non plus. On les voit pas tous les jours en train de souffrir, on les voit pas tous les jours aux mains de leur... Du Hamas, on voit pas tous les jours ce que font les terroristes jusqu'à... Voilà. Aujourd'hui, ce qu'on voit tous les jours, c'est le nouveau bombardement, les nouveaux tueurs, et ça, c'est très, très, très bien documenté, j'ai envie de dire, en tout cas, alimenté. On va revenir aussi sur cette genèse de l'insulte, entre guillemets, de sionistes qui amalgament les juifs. En fait, c'est pas nouveau, ça date effectivement de l'époque de Staline, et puis ça a ressurgi au début des années 2000, et même si aujourd'hui beaucoup l'associent à LFI, ça a surgi au début des années 2000 quand Alain Soral et Dieudonné ont émergé. Ça vient aussi de ces courants-là. Comment expliquer qu'aujourd'hui, ça ait autant de prise ? Alors, c'est une question qui est importante, effectivement, parce que c'est devenu le nouveau mot par lequel on vient interpeller, invectiver, insulter les Juifs. Ça renvoie quand même à quelque chose de très ancien. On peut revenir effectivement à l'antisionisme soviétique, qui a le premier théorisé l'antisionisme comme nouveau moyen de stigmatiser les Juifs, très clairement, pour contourner tout en contournant les accusations d'antisémitisme. On a mis du temps à le décrypter à l'époque, et c'est surprenant de voir qu'on remet aussi beaucoup de temps à le décrypter aujourd'hui, alors que fondamentalement, le phénomène et la logique sont les mêmes. Ce qui est frappant, c'est qu'au fond, Israël échappe aux catégories mentales que certains voudraient voir appliquer de manière assez systématique. C'est un pays puissant, mais c'est un pays qui est issu de l'anti-impérialisme et qui est issu de la décolonisation. C'est le seul pays issu de la décolonisation qui, d'une certaine manière, appartient symboliquement au camp des puissants aujourd'hui. Donc il ne rentre pas dans les cases que ses ennemis souhaiteraient, dans lesquelles ils souhaiteraient l'assigner. Donc on a aujourd'hui un impératif mental qui est de vraiment politique, c'est de décrypter le caractère antisémite qu'il y a dans l'accusation antisioniste radicale. Moi j'emploie très souvent l'expression de haine d'Israël pour la désigner parce qu'elle est plus claire. Elle est imparfaite, évidemment, mais au moins elle est distincte de la question de la critique d'Israël. La haine d'Israël, ça n'est pas la critique d'Israël, et ça nous évite un débat parfois sophistiqué, mais souvent stérile,
sur ce que recouvre exactement le mot d'antisionisme. Donc je pense qu'il faut être clair, là où il y a de la haine d'Israël, qui n'est pas de la critique d'Israël, eh bien très souvent il y a un moteur, une pulsion qui a à voir avec l'antisémitisme. Jonathan Ayoun, dans ce paysage actuel où effectivement on entend beaucoup le mot sionisme, antisionisme, il y a aussi cette injonction permanente, c'est-à-dire faite aux Juifs. Ah bah tiens, t'es juif, bah qu'est-ce que tu penses d'Israël ? A priori, ça pourrait sembler quelque chose qui n'est pas grave à dire. Et pourtant, évidemment, quand ça arrive à chacun de nous, on le ressent comme une agression. Pourquoi ? Déjà, pour ce dont nous venons de parler, c'est-à-dire que le fait aujourd'hui de se déclarer sioniste est un mot tellement connoté péjorativement, voire une insulte, voire quelque chose de si chargé d'agressivité, du mal en soi, que même de devoir le revendiquer demanderait à chaque fois une explication de texte qui est insupportable à faire. Mais c'est un peu comme... Le parallèle est léger, mais il a le mérite d'avoir... Il a son intérêt. Le mot juif, pendant longtemps, au 19e siècle particulièrement, par des juifs notamment, a été abandonné. Parce qu'il était tellement sali, souillé, etc., qu'on préférait se dire israélite. Comme si c'était un gros mot. Et moi-même, j'avais fait la découverte de cela lorsqu'on avait été faire une conférence dans une zone rurale, comme on dit, et que la personne dit « Je peux dire juif ou c'est mieux que je dise israélite ?» Donc ça, c'était encore un héritage de ce temps-là. Donc je pense qu'il y a quelque chose autour du mot sioniste qui a été réactivé, comme c'était très bien dit, par Yonatan Arfi à partir des années 50, et le régime soviétique. Et donc tout ça s'est installé, c'est distillé. Et donc, il y a donc... À chaque fois que le mot apparaît, on sait qu'il va y avoir un débat, et c'est un débat douloureux parce qu'il démarre mal, il démarre par des préjugés qui sont dans tous les cas agressifs à l'égard des Juifs, comme si se revendiquer sioniste, ce serait être inhumain, et comme si exprimer son attachement à l'existence de cet État doit être accompagné d'un discours politique sur le gouvernement israélien. Et cela ne doit pas automatiquement accompagner chacune de nos prises de parole. Et j'ajouterai un dernier élément. C'est dans tous les cas une confusion qui s'est installée particulièrement depuis le 7 octobre, c'est qu'à chaque fois, étant donné qu'il y a eu une explosion des actes antisémites, à chaque fois qu'il y a eu des échanges, des débats autour de l'antisémitisme, la question d'Israël était tout le temps ramenée, comme si c'était intrinsèquement lié, comme si l'explosion des actes antisémites, certes, s'est enracinée dans une période où il y a un conflit au Proche-Orient, mais ce n'est pas simplement en le liant qu'on réglera le problème de l'antisémitisme en France qui existait avant, qui existera après la résolution de ce conflit. Merci beaucoup. On se retrouve donc dans un instant pour la suite de cette émission, ce grand entretien avec le président du CRIF, Yonatan Arfi, Judith Cohen-Solal et Jonathan Ayoun, co-auteurs du documentaire sur l'histoire de l'antisémitisme en 5 parties à retrouver en VOD sur Arte. À tout de suite. Radio J. Radio J, le grand entretien. Radio J. De retour donc pour cette émission spéciale consacrée aux répercussions des massacres du Hamas commis le 7 octobre 2023, puisque ça fait aujourd'hui donc 6 mois. Pour en parler, nous sommes donc avec Judith Cohen-Solal et Jonathan Ayoun, co-auteurs du documentaire sur l'histoire de l'antisémitisme, un documentaire en 4 parties. Il est bien en 4 parties. Il sera rediffusé le 16 avril sur Arte, mais vous pouvez d'ores et déjà le retrouver en VOD. Et puis nous sommes aussi avec Yonatan Arfi, président du CRIF, Conseil représentatif des institutions juives de France. Jusqu'à présent, effectivement, dans la première partie de cette émission, on a évoqué les conséquences de ce qui se passait en France par rapport à ces massacres du 7 octobre. Dans cette seconde partie, j'aimerais évoquer avec vous le lien qui a été réactivé entre les Juifs et Israël, cette souffrance commune finalement qui a relié Israël, qui était censé être à l'abri de ça, à l'histoire tragique du peuple juif. Jonathan Ayoun, est-ce qu'il y a quelque chose du sionisme
qui est mort ce jour-là et qui pourra peut-être être ressuscité. Oui, c'est ce que j'ai pensé, comme nous tous, à partir du moment où, comme on le disait en début d'émission, le plus grand massacre de Juifs depuis la Shoah a eu lieu en Israël, qui était censé être l'incarnation ultime de l'État refuge. Il y a quelque chose qui est fissuré dans sa raison d'être. Donc on pourrait croire que cela n'est plus possible. Mais le temps passant, la réflexion évolue, et moi j'ai plutôt l'impression que c'est venu rappeler la raison d'être de cet État, puisque s'il y a une fissure, aussi tragique soit-elle, aussi mortelle soit-elle, puisque là on parle aussi de vie humaine et en nombre et en milliers, il y a tout de même quelque chose à entendre de ce que ça réveille chez tout à chacun, de se dire oui, bien sûr, la sécurité et la permanence de cet État est un enjeu, mais quelque part son enjeu de survie, il n'a jamais totalement disparu. Mais en même temps, c'est venu rappeler que son enjeu de survie est très importante, et qu'en même temps, sa raison d'être, c'est celle-ci, et que on ne peut pas offrir totalement cette victoire au Hamas, c'est-à-dire la fissure est très grande, même le mot est plus que malheureux et maladroit, mais je l'utilise quand même, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est la fin de cette raison d'être première, voire même cette raison d'être majeure de l'État juif. Donc je pense que non, il ne faut pas se laisser prendre à un discours qui viendrait en réalité aussi participer à la remise en cause du sionisme. Judith Cohen-Solal, on a souvent entendu cette opposition qui est faite entre le juif de diaspora qui baisse un peu la tête, qui se laisse faire, et le juif en Israël qui est fort. On le critique, on peut le critiquer ou pas, mais peut-être que ça nous donnait une sensation de sécurité. Qu'est-ce qui s'est écroulé au niveau de notre sensation de sécurité ce jour-là, quand il s'est passé ça en Israël, qui est à 4000 km de nous? Pour chaque juif dans le monde, malgré tout, Israël, c'est un refuge. En tout cas, dans un coin de sa tête, on se dit que... Et puis, c'est la seule réponse au plus jamais ça. Il n'y a plus jamais ça. Est-ce que plus jamais un État où des gens vont développer un antisémitisme meurtrier, ou vont se mettre à vouloir expulser ou exterminer des juifs? On ne sait pas. Mais en tout cas, plus jamais, il n'y aura pas d'endroit où aller. Et ça, c'était très important et ancré dans chacun. Il y aura toujours un endroit où aller, il y aura toujours quelqu'un qui viendra nous sauver, puisqu'on l'a vu depuis la création de l'État d'Israël, quand il y a eu au Yémen des problèmes, quand il y a eu en Éthiopie, quand il y a eu en Russie, donc l'époque de l'URSS, Israël a été là, a envoyé des troupes, a été là pour accueillir de manière tout à fait ouverte tous ceux qui étaient juifs. Même quand on parle des juifs de Russie, ceux qui avaient un des 4 grands-parents juifs avaient le droit à la loi du retour. Donc en fait, c'est ça, la sensation de sécurité, refuge. C'est le refuge. Et cette idée que justement, il y aura des gens assez forts avec une armée qui viendra nous chercher. Là, oui, il y a quand même, au niveau de l'État-refuge, ça en a pris un petit coup dans l'aile, parce que si, en fait, à l'intérieur de l'État d'Israël, les propres troupes israéliennes ont mis autant de temps à arriver, n'ont pas pu empêcher déjà, ensuite n'ont pas intervenu suffisamment rapidement, n'avaient pas constitué, même en termes de renseignement ou quoi que ce soit, la barrière infranchissable que c'est censé représenter, puisqu'il y a cette idée-là, que tout d'un coup, on a l'impression d'une espèce de truc assez horrible où il y a tout un dispositif extrêmement élaboré et qu'il a suffi que quelqu'un enlève la prise pour que tout d'un coup, il n'y a plus rien. Enfin, c'est un peu cette sensation. Je dis bien sûr que c'est pas ça exactement qui s'est passé. Mais donc, tout ça, ça a donc ébranlé ce sentiment de quoi qu'il arrive, il y a toujours où aller, quoi qu'il arrive, quelqu'un viendra toujours nous chercher. Yonatan Arfi, pour résumer rapidement ce que vient de dire Judith, être juif, c'est toujours aussi la nécessité d'être sur le qui-vive. C'est ce que vous ressentez aussi autour de vous, parmi toutes les activités que vous avez, toutes les communautés que vous rencontrez, cette nécessité réactivée d'être sur le qui-vive? Oui, les Juifs sont condamnés à vivre au présent, c'est-à-dire dans le temps de la vigilance. On n'a pas la sérénité d'échapper à cet impératif
veiller à notre sécurité, quel que soit l'endroit où vivent les Juifs d'ailleurs. Raymond Aron a cette formule très juste et très prémonitoire, disant en Israël ou ailleurs, les Juifs sont condamnés à vivre dangereusement. Et c'est fondamentalement ça qui s'est passé depuis le 7 octobre. C'est que le danger nous a tous rattrapés, que l'on vive en Israël ou ailleurs en diaspora. Et d'ailleurs en diaspora, y compris dans des lieux qui étaient perçus comme des sanctuaires. Je prends le cas des États-Unis, en particulier la ville de New York, qui avait une fonction dans l'inconscient juif diasporique, qui était quasiment un petit Israël, un petit État refuge, d'une certaine manière, et qui lui aussi s'est à sa manière effondré depuis le 7 octobre. Or, le sentiment de sécurité profond des Juifs, en France, il vient de deux choses. Il vient effectivement de l'existence de l'État d'Israël comme État refuge, pouvant symboliquement, mais aussi en dernier recours, réellement servir de refuge. Et puis, il vient aussi du sentiment d'une république suffisamment solide pour juguler les poussées d'antisémitisme quand il y en a. Or, sur ces deux fronts-là, le 7 octobre a fait vaciller nos certitudes, sur la question d'Israël, bien sûr, et aussi en France, parce que les chiffres de l'antisémitisme ont donné le sentiment de quelque chose qui n'était plus sous contrôle. Et que, au fond, le cadre républicain n'arrivait plus à contenir cet antisémitisme. Donc, on a eu doublement un choc avec la sensation qui, pour moi, la plus juste, c'est le sol qui s'est dérobé sous nos pieds. Voilà, dans le sens où on ne sait plus où on habite, d'une certaine manière. On ne sait plus où on habite, la vulnérabilité effectivement du peuple juif en France comme en Israël révélée. Ce qui s'est révélé aussi, parce que ça a révélé effectivement beaucoup de choses, comme vous le disiez tout à l'heure, Yonatan Arfi, c'est tous ces mouvements de solidarité par rapport à Israël qui ont très vite été réactivés, des organisations, des collectifs qui se sont créés, une vie bouillonnante, collective, communautaire, d'entraide pour venir soutenir Israël. Qu'est-ce que ça nous dit de notre condition de juif ici en France et du lien finalement qu'on a avec Israël qui fait que des gens pas forcément impliqués jusqu'à présent dans ce type d'activité, tout d'un coup silence. Jonathan Ayoun. C'est à la fois très surprenant de se dire qu'à chaque fois qu'il y a une explosion des actes antisémites en France, ou un passage à l'acte meurtrier de manière massive, comme là ça a été le cas en Israël, il y a de nouveaux juifs, entre guillemets, qui se réveillent, qui se révèlent, qui décident à ce moment-là de prendre un engagement aussi à partir de ce particularisme, toujours au service de l'universel, mais à partir de ce particularisme qu'ils n'ont jamais voulu mettre en avant, dont ils n'avaient pas forcément honte, mais qu'ils ne voulaient pas arborer, revendiquer fièrement. Non pas qu'il faille à tout prix le revendiquer fièrement, ce n'est pas une injonction du tout, mais donc il y a à chaque fois, et ce qui est incroyable, c'est qu'on aurait pu croire que bon, il y a eu tellement de vagues, d'explosions d'actes antisémites, notamment ces 20 dernières années, mais même avant, on parle en 80, on parle dans les années 70, on parle même lorsqu'il y a eu des grandes déclarations, la déclaration de Gaulle en 67, qui a réveillé la part juive de Raymond Aron, par exemple. Donc à chaque fois, ça se vérifie, ça se confirme à chaque fois. Donc ça parle de la vitalité de ce peuple-là, et notamment de la communauté juive française, qui est toujours pleine de ressources et de personnes qui sont prêtes à s'y engager, peut-être pour un temps, et peut-être qu'après ils arrêteront de s'engager dans les instances communautaires. Alors après, c'est Yonatan Arfi, le président du CRIF, qui pourra plus ressentir ça au niveau des institutions. Mais moi, je le vois, par exemple, autour de moi, des personnes qui n'avaient jamais voulu s'engager au sein des institutions communautaires, là, maintenant, vouloir prendre part à l'action. Judith Cohen-Solal, ce qu'on a vu aussi dans le monde politique, que ce soit du côté de LFI, avec tous les problèmes qu'il y a eu, les déclarations de Jean-Luc Mélenchon, ce qu'on a vu aussi à l'extrême droite avec la participation du Rassemblement national à la marche contre l'antisémitisme, c'est un renvoi de balle permanent sur l'antisémite, c'est pas moi, c'est l'autre. Pourquoi et comment ça s'explique, comment ça s'articule ça ? Et déjà, depuis un petit moment en France, l'antisémitisme, c'est un délit. Donc, on ne peut pas s'afficher antisémite. On ne peut pas dire « je suis antisémite ». Donc, c'est un délit. Deux, donc, ça devient une insulte, puisque ça voudrait dire qu'on est un délinquant. Parce que c'est un délit. Donc, quoi qu'on dise, il faut nécessairement s'en défendre. Donc là, ça devient compliqué, puisque... personne ne veut être antisémite.
Et puis c'est une insulte parce que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, en France, toute la question de Vichy, des collaboraux, tout ça, on sait bien que c'est quelque chose qui a été très décrié. Ensuite, ça a mis du temps, mais donc très dénoncé. Donc chacun invective l'autre en le traitant de collabo. D'ailleurs, justement, LFI ou Jean-Luc Mélenchon, en parlant de cette manifestation qui a eu lieu contre l'antisémitisme, a traité les manifestants de collabos avec l'extrême droite. Donc on garde la ligne, c'est-à-dire que on garde l'insulte suprême, c'est ça, et donc on se défend d'être antisémite. Donc de manière permanente, ce qui est fait, c'est que de part et d'autre, on brandit les juifs qui défendent l'idée avec laquelle on veut cheminer. Donc, que ce soit après ce qui s'est passé à Sciences Po, que ce soit d'ailleurs un peu partout, les gens disent, mais regardez, les juifs eux-mêmes disent qu'il ne faut pas instrumentaliser l'antisémitisme. Il se trouve qu'il y a des juifs qui se prêtent aussi à ça. Certaines organisations de partout, comme Tzedek. Oui, mais on peut aussi voir que les Klarsfeld et Arnaud Klarsfeld aussi d'ailleurs, ont dit que finalement, non, l'extrême droite, ce ne sont plus des antisémites, donc puisqu'ils soutiennent aujourd'hui les juifs, donc on sait plus. De fait, tout est très confus. Justement, tout est très confus. Soutenir les Juifs, défendre Israël, ça c'est souvent ce qu'on entend. Est-ce qu'il faut lier ce qu'on appelle la défense d'Israël à la lutte contre l'antisémitisme? Et j'ai presque envie de poser la question, Yonatan Arfi, ça veut dire quoi défendre Israël? D'abord, ce sont des questions qui ont évidemment un lien qu'on ne peut pas totalement distinguer. Ce serait illusoire de le penser. Ça, c'est le premier point qui est important. C'est d'ailleurs très souvent le discours des antisémites de considérer qu'on pourrait demander... ils pourraient déterminer à la place des juifs ce qu'est l'identité juive et nous assigner à une identité juive qui serait déconnectée totalement de la question d'Israël. Le fait est que l'identité juive, elle n'est pas totalement déconnectée d'Israël. Chacun la fait vivre à sa manière, choisit de vibrer un peu ou beaucoup, ou pas du tout s'il le souhaite, à l'unition d'Israël, mais il n'empêche que c'est une des composantes de l'identité juive et que ça n'est pas aux antisémites de déterminer le périmètre de notre identité. Ensuite, la question, c'est plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire à quoi est-ce que le conflit, quel impact il a sur la manière dont l'identité juive peut se penser, se déployer, se construire dans la société française. Et effectivement, moi, ce que j'ai garde en tête comme inquiétude, toujours en fil conducteur, c'est de me dire que jamais on ne perde de vue la lente construction d'une identité juive française avec ses ressorts propres, avec son histoire, sa profondeur culturelle, ses singularités, ses courants de pensée, comme contribution à la fois à la société française et au monde juif. Alors on est dans une période où on est tous collectivement évidemment assignés, convoqués à la question d'Israël, et c'est quelque chose qui est important pour nous. On y répond, mais c'est quelque chose qui évidemment est important pour nous, et on le fait parce que nous pensons par là, à raison, défendre quelque chose de notre identité juive aussi. Et en même temps, il faut qu'on garde en tête cette voie singulière du judaïsme français qu'il faut continuer à cultiver, parce que sinon on aurait aussi donné raison aux antisémites nous assignant à la question du conflit en permanence. Jonathan Ayoun, concernant l'antisémitisme et les juifs, dans les endroits, les lieux politiques où on écoute les minorités, où on écoute les femmes, le fameux « on vous croit », où on laisse les gens expliquer même ce qui peut être des micro-agressions, les juifs sont exclus en tant que minorité de ces univers-là où on écoute pourtant les autres minorités. Comment vous l'expliquez ça ? Oui, c'est quelque chose qui s'est installé sur le temps long, une sorte de point aveugle ou d'oubli volontaire de parler des juifs lorsqu'on parle de tous ceux qui sont discriminés, de tous ceux qui sont pris pour cible. Il est très difficile à l'expliquer, si ce n'est par l'antisémitisme tout court, parce que quelles seraient les bonnes raisons de ne pas les intégrer, de ne pas les considérer, ou de les définir comme souffrant de quelque chose de
différent. Une des explications qui a été donnée et qui est terrible, c'est de dire parce que le pouvoir les défend, alors ils n'ont pas besoin de nous. Ce qui encore renvoie à l'association Juif Pouvoir par défaut, mais qui est quand même un renvoi de l'association Juif Pouvoir, et donc aussi à la position de l'autre préjugé sur les Juifs sont privilégiés. Ils n'ont pas besoin de notre soutien, ils en ont d'autres qui les soutiennent suffisamment. Ce qui rejoint la question aussi de l'absence d'empathie dont on parlait aussi en début d'émission, mais ce qui surtout conclut quelque chose de grave, c'est aussi une trahison de ce que c'est que l'antiracisme qu'ils sont censés porter, puisque la lutte contre l'antisémitisme, dans tous les cas, ne peut pas se mener sans la lutte contre le racisme, et inversement. Et c'est leur tentation de vouloir aussi faire en sorte que ces luttes soient menées séparément, voire même entrent en concurrence, et donc c'est un chemin terrible qu'ils proposent et dans lequel, heureusement, beaucoup, dans le monde antiraciste et dans les institutions juives, choisissent de ne pas tomber. J'ai envie de vous poser à chacun une dernière question pour donc ce grand entretien. 6 mois jour pour jour après les massacres antisémites commis par le Hamas en Israël. Qu'est-ce que vous disiez avant ce fameux 7 octobre 2023 que vous ne pourriez plus dire aujourd'hui, Judith ? Ça, c'est compliqué, là. On ne peut plus dire qu'Israël est inviolable, que les populations israéliennes sont à l'abri, en tout cas, de tels actes perpétrés durant autant de temps. Donc, j'aime pas du tout le mot pogrom, je trouve qu'il est déplacé, mais en tout cas, les massacres dans les maisons... chez soi, en fait, il y a une forme de sécurité là dont on ne peut plus dire mais en Israël, ça n'arrivera jamais ou ça ne pourrait jamais arriver. Yonatan Arfi. C'est effectivement la même chose qui me frappe, c'est que nous vivions avec l'idée qu'il y avait des pages de l'histoire qui avaient d'une certaine manière vocation à rester au passé, et les voir se déployer sous nos yeux au présent nous a tous projetés dans des temps que nous pensions révolus. Donc voilà évidemment ce qui nous a tous frappés, mais d'une certaine manière, je ne sais pas dans quelle mesure ça n'est pas un retour malheureusement à une forme de banalité de l'histoire juive, et que ça ne signe pas à la fin d'une période ou d'illusion que nous avions. Voilà, donc ça, l'histoire future nous le dira, mais elle sera certainement elle aussi imprévisible. Jonathan Ayoun, qu'est-ce que vous disiez avant que vous ne dites plus depuis le 7 octobre ou que vous ne pouvez plus dire ? Moi, j'ai quand même la conviction que la gauche peut beaucoup contre l'antisémitisme. Je l'ai toujours un peu, je l'ai beaucoup moins qu'avant, puisque c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de masques sont tombés et une désillusion énorme dans la capacité à une partie de la gauche qui reste très engagée dans la lutte contre l'antisémitisme et très claire sur le sujet, à ne pas être, en tout cas, pendant ces 6 derniers mois, suffisamment monté au créneau, alors que dans les discours de la frange la plus extrême de cette famille politique-là, il y a de nouveaux passages de nouvelles étapes qui ont été franchies, et ça, je ne l'avais pas anticipé. Vous vous étiez trompé ? Non, trompé non, mais oui, certainement, peut-être quand même, mais au-delà de tromper, parce qu'on s'en fout, mon cas personnel, j'ai pas assez de vue là-dessus, mais par contre, je ne pensais pas que ça allait aller aussi loin, et que, ce qui était dit au début, une frange de l'extrême gauche, et que même, dans tous les cas, le leader du parti de gauche qui a rassemblé le plus grand nombre d'électeurs à la dernière élection présidentielle puisse criminaliser la lutte contre l'antisémitisme, ça c'est un fait inédit dans l'histoire de la Ve République. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous aujourd'hui en direct sur Radio J pour cette émission. Donc 6 mois depuis le 7 octobre 2023, 6 mois depuis les massacres antisémites commis par le Hamas contre le sud d'Israël, massacres qui ont fait 1145 morts, 1914 blessés avec 253 otages, 134 sont toujours captifs à ce jour dans la bande de Gaza. On rappelle le nom des 3 Français, Ohad Yahalomi, Ofer Calderon et Orion Hernandez Radou. Merci à vous 3.